Donc, c'est quoi la mi-temps? En fait, c'est une série de webinaires mensuels présentés par Pour 3 points qui offre des conseils, des ressources pour des entraîneurs, des coachs ou euh, peu importe la personne qui est engagée auprès des jeunes. Parfois, on va avoir des différents intervenants dans des écoles, dans des clubs communautaires qui vont participer à la mi-temps pour, dépendamment des sujets, qui vont venir chercher un peu d'inspiration, de ressources pour les aider dans leur travail. Puis pour vous donner une petite idée du déroulement du webinaire, donc dès que je vais avoir fini de parler, c'est-à-dire comme dans quelques secondes, notre invité va commencer sa présentation d'aujourd'hui. Ça va durer à peu près 30-45 minutes. Euh, Puis si vous avez des questions pendant la présentation, on réserve une période de questions d'environ 30 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez les garder, soit les garder pour plus tard, ou si vous avez peur de les oublier, vous pouvez les déposer dans le chat. Donc, j'ai des collègues qui sont avec moi qui vont noter vos questions dans le chat, puis on va s'assurer d'y répondre à la fin. Vous pouvez aussi poser une question de façon anonyme. Vous pouvez l'envoyer à une des personnes dans l'équipe de façon anonyme. Puis on va pouvoir le poser de vive voix sans nécessairement nommer votre identité. Ça va pour tout le monde? Oui, non, peut-être. Oui, OK. Donc, la mi-temps ce mois-ci a pour thème l'impact des stéréotypes sur la performance en milieu sportif. Donc, comme vous le savez ou pas, chez Pour 3 points, notre approche du coaching est une approche dite humaniste où l'être humain est au centre de notre approche, est au centre de ce qu'on fait. Puis, on est conscient que les coachs travaillent avec des êtres humains qui sont des athlètes. Donc, avant d'être des athlètes, c'est des humains qui viennent avec des besoins, avec un background, avec toute la complexité que représente un être humain. Donc, notre approche est vraiment centrée sur l'être humain. Puis, dans les défis avec lesquels on vient parfois comme être humain, ben, l'anxiété de performance en fait partie. La question d'identité, la question de la pression des pairs. Puis nous, comme coach, ben souvent, on n'est pas toujours outillés pour faire face aux réalités que vivent nos athlètes. Donc, pour cette première mi-temps de l'année, puis aussi dans le cadre des activités organisées pour 3 points pour le mois de l'histoire des Noirs, notre souhait, c'est de prendre conscience de l'impact que la peur d'être jugé selon le stéréotype peut avoir sur les performances sportives d'un athlète. Puis souvent, cette crainte-là peut affecter le coaching, les comportements du jeune, puis des fois même peut aller jusqu'à correspondre aux stéréotypes que la personne, en fait, souhaite éviter. Donc, pendant ce webinaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder la menace du stéréotype, les facteurs qui influencent cette menace et comment ça se reflète au sein du coaching sportif. Donc, c'est pour ça que je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de la conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Je pense que c'est pertinent. Je pense que ça va nous outiller en tant qu'entraîneur pour mieux soutenir et mieux accompagner nos athlètes qui sont impactés par certains stéréotypes. Donc, bref, sans plus tarder, je vous présente notre invitée de la mi-temps d'aujourd'hui. Elle s'appelle Lynn Valérie Verti. Elle termine actuellement son doctorat en neuropsychologie clinique à l'Université de Montréal. Elle a plusieurs années d'expérience en relation d'aide auprès des personnes de tout âge. Et Lynn, elle a à cœur d'adapter chacune de ses interventions selon les forces, les défis, ainsi que le contexte personnel et culturel de chacun. Elle s'intéresse tout particulièrement aux enjeux culturels en lien avec la santé mentale et la mémoire et la santé cognitive des personnes âgées. Bref, elle fait beaucoup de choses dans la vie et je vous laisse la découvrir. Donc, je vous cède la parole et je la remercie. Merci Lynn d'être avec nous ce midi. Merci de prendre de ton temps. Donc, je te cède la parole et je souhaite à tout le monde, je nous souhaite tous une bonne mi-temps. Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que je suis pour 3 points sur les réseaux sociaux ou dans les médias et je suis vraiment agréablement surprise du travail que vous faites. Donc, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui pour pouvoir vous parler. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence, comme je l'ai bien mentionné, j'ai parlé de l'influence des stéréotypes
sur la performance. Est-ce que vous voyez bien ma caméra ou est-ce que vous aussi, ça... OK, parfait. Donc, oui, l'influence des stéréotypes sur la performance. Je vais en parler, oui, dans un contexte sportif, mais aussi dans un contexte général, avec quelques exemples en lien avec le sport, puisque c'est là-dedans que vous travaillez. Comme Joël l'a mentionné, j'étudiais en neuropsychologie clinique. Je voulais quand même vous faire un petit portrait de qu'est-ce qu'était la neuropsychologie avant de commencer avec la présentation. Donc, en gros, qu'est-ce que font les neuropsychologues? Les neuropsychologues sont des spécialistes de l'évaluation de la cognition. Donc, lorsque quelqu'un va voir un neuropsychologue, il peut se faire évaluer au niveau de sa mémoire, sa vitesse de traitement, son attention, son langage, ses capacités de raisonnement ou ses capacités visuospatiales. Puis ensuite, lorsqu'on évalue la personne, on crée un profil cognitif. C'est un peu comme lorsque vous jouez à un jeu vidéo puis que vous choisissez un personnage de sport, ben, vous pouvez voir son niveau de vitesse, sa force, son accélération, etc. Mais nous, on fait la même chose, mais au niveau de la cognition. Donc, on regarde à quel point la personne a une bonne mémoire, a une bonne attention, une bonne capacité d'organisation, de planification, etc., pour ensuite donner des recommandations pour l'aider dans ses difficultés de la vie quotidienne. Fait qu'un joueur pourrait aller voir un neuropsychologue, par exemple, après un trauma crânien, ou quelqu'un pourrait aller en voir un lorsqu'il a une difficulté d'apprentissage quelconque. Donc, dans ce cadre-là, dans le contexte de mes études, je me questionnais par rapport à... en fait, avant, excusez-moi. D'abord, on sait que la cognition est affectée par les émotions. Donc, on vit certaines émotions, parfois, nos performances cognitives peuvent être influencées. Ça peut aussi être influencé dans le même sens avec l'anxiété. Même chose aussi par la motivation. Donc, lorsqu'on est très motivé à faire quelque chose, ça peut influencer nos performances cognitives. Et moi, je me questionnais à savoir, est-ce que ça pouvait aussi être influencé par les stéréotypes? Donc, dans le cadre d'une présentation que j'ai faite à certains collègues, c'est là que j'ai monté cette présentation-ci. Puis aujourd'hui, je l'ai adaptée avec vos besoins en lien avec le sport. Donc, qu'est-ce que la menace du stéréotype? La menace du stéréotype, c'est la crainte d'être jugé et d'être traité négativement. euh, Excusez-moi. Donc, c'est la crainte d'être jugé et traité négativement selon un stéréotype négatif en lien avec notre groupe d'appartenance. Malheureusement, le fait d'avoir peur d'être jugé négativement peut parfois faire en sorte que, bon, on vit toutes sortes d'émotions en lien avec ça et cette pression-là peut nuire à notre performance jusqu'à confirmer les stéréotypes. Je vais vous donner quelques exemples dans lesquels il y a des études qui ont été faites pour montrer justement pour évaluer cette menace du stéréotype-là. Donc, d'abord, les premières personnes qui ont évalué la menace du stéréotype, c'était dans un contexte de stéréotypes raciaux. Donc, ils évaluaient la capacité intellectuelle de personnes noires et de personnes blanches. Ils leur demandaient d'effectuer certains tests de raisonnement. Puis, ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que lorsqu'ils disaient au groupe que les tests allaient mesurer leur capacité intellectuelle, les personnes noires avaient de moins bons résultats que les personnes blanches, alors que lorsqu'on ne leur disait pas ça, les résultats étaient similaires dans les deux groupes. Donc, c'est là qu'on a commencé à se questionner à savoir pourquoi. Puis l'explication, c'était qu'en fait, les personnes noires savaient qu'il y avait un stéréotype négatif en lien avec leur intelligence. Donc, ça fait en sorte que lorsqu'ils ont performé dans les tests, ça les a nuits. Mais par contre, la menace du stéréotype n'est pas uniquement en lien avec des stéréotypes raciaux. On peut voir ça aussi dans d'autres sortes de stéréotypes. Par exemple, c'est le cas avec les stéréotypes liés à l'âge. Il y a certaines études, encore une fois, qui ont vu que des personnes âgées pouvaient avoir des performances moins bonnes lorsqu'on mettait vraiment l'accent sur le fait que les tests mesuraient la mémoire, qu'on allait regarder la différence entre les jeunes et les personnes âgées, et ça diminuait encore une fois leur performance. Maintenant, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas juste en lien avec la race ni avec l'âge. On peut voir aussi la menace du stéréotype en lien avec des stéréotypes liés au genre. Longtemps, on a cru que le fait que les femmes avaient des moins bonnes performances en mathématiques par rapport aux garçons, alors que lorsque on essaie d'éliminer complètement cette croyance-là avant d'évaluer leur performance des mathématiques, on voyait que bon, les filles et les garçons avaient des performances similaires. Je vous donne un autre exemple avec un graphique ici. Donc, dans une étude, ils ont demandé à des garçons et des filles
de reproduire un dessin qu'ils avaient dû mémoriser au préalable. Lorsqu'on disait aux garçons et aux filles que c'était un dessin de géométrie, les filles avaient de moins bonnes performances, donc elles dessinaient moins bien le dessin que les garçons. Mais lorsqu'on leur disait à l'avance que c'était une épreuve où est-ce qu'ils devaient simplement dessiner, donc qu'ils devaient faire une tâche de dessin, les filles avaient de meilleures performances que les garçons. Donc, tous ces exemples-là, c'est simplement pour vous dire que les stéréotypes peuvent parfois avoir un impact sur le jugement qu'on a de nous-mêmes puis de nos performances et avoir un impact aussi sur la façon dont on fait certaines tâches. J'ai un exemple pour vous dans le milieu du sport, encore une fois en lien avec les stéréotypes liés au genre. Dans une étude, ils ont pris des sportifs et leur ont demandé de faire des tâches sportives, justement. Une partie des participants étaient des joueurs de basket. Donc, je vais vous présenter simplement les tâches de basket, mais il y avait aussi dans l'étude des joueurs de tennis, mais pour le bien de la présentation, je vais juste y aller avec le basket. Donc, pour ceux qui étaient joueurs de basket, on leur a demandé de faire deux choses. La première était un peu plus difficile, la deuxième était un peu plus facile. Donc, pour la première tâche, on leur a demandé de lancer à partir de la ligne de 3 points des ballons de basket. Puis, pour l'autre tâche, on leur a demandé de faire le plus de tirs possible en 30 secondes sur la ligne pointillée que vous voyez en bleu. Puis ce qu'ils ont trouvé, c'est que les femmes avaient de moins bonnes performances dans la tâche un peu plus difficile, donc sur la ligne de 3 points, lorsque au préalable, on disait que la tâche allait avoir un effet en lien avec le sexe. Donc, le fait d'avoir la pression de ne pas rentrer dans ce stéréotype-là a fait en sorte que les femmes avaient de moins bonnes performances, alors que lorsque on regardait pour la tâche un peu plus facile, là, il n'y avait pas de différence entre les sexes. Donc, ça m'amène à vous parler des différents éléments qui peuvent influencer la menace du stéréotype. Premièrement, il y a le sentiment d'appartenance. Donc, plus on sent qu'on appartient à un groupe et plus on peut être victime de la menace du stéréotype. Donc, si on s'identifie en tant que femme, il y a plus de chances qu'on soit affecté par des stéréotypes en lien en lien avec le genre. Même chose si on s'identifie en tant que personne noire, puis qu'on est très proche de cette... qu'on a vraiment un sentiment d'appartenance en lien avec ça, bien, lorsqu'il y a des stéréotypes en lien avec la couleur de peau, bien, ça se peut qu'on soit un peu plus affecté aussi. Euh, une autre chose qui influence la menace du stéréotype, c'est l'importance et la difficulté de la tâche. Donc, plus la tâche est importante pour nous, puis qu'on y accorde la valeur, et plus la tâche est difficile aussi, et plus la menace du stéréotype peut venir contrecarrer nos performances. Aussi, il y a, plus le stéréotype est en lien avec la situation, encore une fois, ça peut aussi avoir influencer nos performances. Donc, si on a une équipe et que dans l'équipe, il y a une fille et qu'on parle beaucoup du fait que, bon, les filles n'ont pas les mêmes performances que les garçons, ben, et que et qu'elle doit faire une tâche en lien avec ce stéréotype-là, ça se peut qu'elle ait plus de difficultés à le faire. Mais par contre, si c'est dans un autre contexte, sa performance ne serait pas affectée. Ensuite, il y a aussi la connaissance du stéréotype, évidemment. Donc, si on ne connaît pas un stéréotype, on ne va pas être stressé lorsqu'on va être devant une situation où le stéréotype pourrait être confirmé ou pas. Puis, l'activation du stéréotype. Lorsque je parle du fait d'activer un stéréotype, c'est qu'en fait, bon, il existe toutes sortes de stéréotypes. On peut déjà les connaître à l'avance, mais parfois, on peut vivre notre vie, faire nos affaires sans nécessairement les avoir en tête. Puis, ces stéréotypes-là peuvent être activés dans notre tête lorsque soit une conversation est faite, soit une image est passée, quelque chose nous a frustrés en lien avec ces stéréotypes-là. Puis, bon, ça peut faire en sorte qu'on craint d'être jugé nous-mêmes aussi en lien avec ce stéréotype. Ce qui m'amène à vous parler justement de qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'intervenant. La première chose à faire, selon moi, c'est de porter attention aux paroles qui sont utilisées dans l'environnement parce que c'est un des facteurs qui peut influencer la menace du stéréotype. Puis, lorsqu'on parle de paroles, dans les dernières années, on a beaucoup entendu parler de microagression, mais aujourd'hui, je voulais vous parler un peu plus en détail de qu'est-ce qu'une microagression, quels différents types de microagressions peuvent être identifiés. Sûrement que ce sont des situations que vous avez déjà entendues, que vous avez déjà vécues ou vues, mais l'objectif ici, c'est surtout de mettre des mots sur des choses qu'on voit au quotidien déjà. Donc,
je me base aujourd'hui sur la définition de certains psychologues aux États-Unis en 2007 qui ont défini les microagressions comme des commentaires, des comportements qui sont individuels, qui sont offensifs et désobligeants et dirigés vers un groupe dirigés vers un groupe identitaire. Ça peut être intentionnel ou non intentionnel. Lorsque je parle d'une microagression, le terme micro ne veut pas dire que c'est moins agressif ou moins blessant. Le terme micro est simplement utilisé pour qualifier la relation entre les personnes impliquées. Donc, si on parlerait d'une macroagression, là, on parlerait de quelque chose de plus systémique. Donc, des groupes politiques, par exemple, qui mettraient une loi pour discriminer certains groupes, ben là, ce serait plutôt une macroagression. Donc, j'ai trois types de microagressions à vous présenter. C'est des traductions. Donc, micro-assaut, c'était micro-assault. Donc, on peut aussi dire micro-attaque, des micro-insultes et micro-invalidations. Donc, pour les micro-assauts, ça, ce sont des attaques verbales, non verbales, destinées à blesser la victime visée par des injures, des comportements d'évitement ou des actions discriminatoires délibérées. Ça, c'est le plus facile à identifier parce que, bon, comme on le voit, c'est des attaques directes. Donc, dans le cadre du coaching, ça peut être vu, par exemple, dans le cadre de l'intimidation. Donc, si quelqu'un se fait intimider, se fait insulter, se fait dire des noms, des insultes, tout ça, ben, ce serait dans un micro-assaut. Ici, c'est plus explicite, donc c'est plus facile à identifier que les deux autres. Dans le cadre d'une micro-insulte, ici, ce sont des communications insensibles qui rabaissent l'héritage culturel d'une personne, qui rabaissent son identité aussi. C'est plus subtil, ça peut transmettre un message qui est insultant pour le destinataire, puis c'est parfois inconscient. Donc, parfois, on n'est pas nécessairement conscient qu'on va insulter une personne lorsqu'on le fait, puis ça devient plus difficile à identifier autant pour la personne qui reçoit la micro-insulte que pour la personne qui le fait. Donc, j'ai quelques exemples pour vous. Par exemple, la présomption du statut criminel, ça, c'est une micro-insulte. Donc, le fait de penser que quelqu'un en lien avec sa couleur de peau a peut-être plus de chances d'être criminel, d'être délinquant, de faire des choses intentionnellement pour faire du mal à d'autres. Ensuite, il y a la pathologisation des valeurs culturelles et des styles de communication. Donc, le GIF que je vous ai mis ici, c'est une femme avec un afro. Pourquoi? Parce que longtemps, on a dit que bon, les cheveux crépus étaient jugés comme étant non professionnels. Ben, ça, c'est une micro-insulte dans ce cadre, dans le cadre de cet exemple, parce qu'on pathologise quelque chose qui est naturel, en fait. D'autres types de micro-insultes, ce serait, par exemple, de juger un groupe de personnes parce qu'ils parlent trop fort, alors que pour eux, c'est naturellement comme ça qu'ils parlent dans leur culture, puis c'est leur façon de s'exprimer. Et tout. Donc, l'autre exemple aussi d'une micro-insulte, ce serait d'attribuer l'intelligence de quelqu'un ou la compétence de quelqu'un en lien avec son ethnie ou ses origines. Ici, on pourrait penser que si on attribue des compétences positives à quelqu'un, ça pourrait être bénéfique, mais ça peut aussi avoir un impact négatif sur la personne parce que ça crée aussi une pression de rentrer dans ce stéréotype-là. Donc, si on pense que quelqu'un devrait être plus bon dans certaines tâches simplement parce que à cause de sa couleur de peau, bien, ça peut aussi avoir un impact sur lui dans sa performance et dans sa façon de percevoir comment il devrait performer dans la tâche et ça peut créer une pression aussi qui est inutile pour cette personne-là. Puis ensuite, bon, citoyen de deuxième classe, ça, c'est le fait d'avoir un traitement défavorable en lien avec la couleur de peau. L'autre type de microagression, c'est les micro-invalidations. Ce sont des communications qui excluent, qui nient, qui annulent les pensées d'une personne, puis qui vont invalider justement les sentiments et les réalités expérientielles de la personne. Par exemple, le fait de se sentir étranger dans son propre pays, ce serait le fait que, bon, les gens nous rappellent souvent qu'on ne vient pas vraiment de là, donc on pourrait poser des questions par rapport à d'où elle vient vraiment. La personne pourrait recevoir plus de questions aussi par rapport à comment est-ce qu'on dit telle chose dans ta langue natale, alors que, bon, la personne a grandi au Québec comme une personne qui n'est pas racisée, mais recevrait plus souvent ce genre de questions-là. Ensuite, il y a le daltonisme racial.
ça, c'est le fait de déclarer ne pas voir de couleur. Donc, lorsqu'on aborde le sujet de la discrimination raciale. Ici, bon, les exemples que je vous donne sont surtout en lien avec la discrimination raciale, mais on peut voir ces exemples-là aussi en lien avec d'autres types de discrimination. Donc, par exemple, si une femme parle de certaines discriminations qu'elle vit et que quelqu'un dit, bon, ben moi, je vois pas de différence entre le traitement des hommes et des femmes, alors que, bon, on sait qu'il peut y avoir des différences. Ça aussi, c'est une micro-invalidation parce qu'on invalide le vécu de la femme ici. J'ai décidé de mettre l'image suivante pour illustrer le daltonisme racial parce que je trouve que ça l'illustre bien. Par exemple, quelqu'un qui dirait à une autre personne en lien avec le mouvement Black Lives Matter que bon, toutes les vies comptent et que que la personne ne voit pas de différence entre les gens, puis bon, décide d'arroser une maison qui n'est pas en feu alors que l'autre est en feu à côté, est en train de s'écrouler. Donc ici, on invalide le vécu de la personne qui vit la discrimination, puis ça nous permet pas d'avancer dans le problème et de pouvoir le solutionner. Ensuite, bon, il y a le déni du racisme et de nos biais individuels. Donc, le fait de penser qu'on n'a pas nous-mêmes des biais. C'est difficile d'identifier. En fait, c'est difficile, c'est confrontant pour nous-mêmes de se dire qu'on a nous-mêmes des biais puis que nous-mêmes, on peut faire des choses qui peuvent nuire à d'autres. Mais au final, on en a tous. Donc, le fait de le nier crée une invalidation auprès de ceux qui le vivent. Fait que, par exemple, le fait de nous-mêmes, et ce, même si nous-mêmes, on vit de la discrimination. Donc, euh, par exemple, en tant que personne noire, je pourrais croire que, bon, je n'effectue pas j'ai pas de biais ou j'ai pas de comportement en lien avec des biais pour d'autres personnes qui vivent des discriminations, alors que moi aussi, je peux en perpétuer. Ensuite, il y a le mythe de la méritocratie. Ça, ce serait le fait de déclarer que la race, ou encore une fois, d'autres exemples peuvent être mis, donc les facteurs socio-économiques, par exemple, ben, n'ont pas d'influence sur le succès ou dans la vie ou n'ont pas d'influence sur les opportunités qui se portent à nous. Et ça, encore une fois, on ignore le vécu des personnes, et ce, malgré les statistiques, malgré les preuves qui existent qu'il peut y avoir des différences en fonction de d'où on vient. Donc, pourquoi en parler? Comme Joël a quand même mentionné plus tôt votre objectif, je pense que pour vous aussi, c'était un sujet qui est important. Mais une chose qui est importante à réaliser, c'est que avant, on pouvait peut-être avoir beaucoup plus de micro-assauts, par exemple, donc des actes de racisme ou de discrimination qui étaient plus affichés, qui étaient plus euh, normalisé. Alors que maintenant, de plus en plus, ce qu'on vit au quotidien, ça va être des choses qui sont un peu plus difficiles à reconnaître, plus subtiles, donc un peu plus dans les deux dernières catégories que je vous ai mentionnées, donc des micro-insultes, des micro-invalidations. Puis ce qui est le plus grand défi là-dedans, c'est qu'étant donné que c'est plus difficile à identifier, autant pour nous que pour l'autre personne, ben, c'est plus difficile aussi à savoir comment les gérer. Et premièrement, pour la personne qui crée des microagressions ou qui fait perpétuer certains stéréotypes, ben ça rend ça plus difficile à ce qu'elle-même réalise son propre rôle dans la création de disparités. Puis pour la personne qui vit, qui en est victime, mais il y a un effet cumulatif, en fait. Donc, il y a ce qu'elle-même vit, il y a ce que sa famille vit, les proches autour d'elle vivent, qui s'accumulent et qui peuvent avoir un impact sur le bien-être, sur l'estime de soi, puis peuvent avoir aussi un impact sur la menace du stéréotype, comme je vous l'ai mentionné plus tôt. Donc, c'est ce qui fait en sorte que lorsqu'arrive une situation où est-ce qu'un stéréotype est mentionné, ça peut créer une anxiété ou une pression qui peut ensuite avoir un impact sur nos propres performances, malgré nous. Donc, les conséquences de la menace du stéréotype, comme je vous l'ai mentionné, il y a l'anxiété, il y a la frustration qui peut être associée à ça. On peut aussi finir par nous-mêmes attribuer notre baisse de performance en lien avec notre groupe d'appartenance. Donc, par exemple, se dire, bon, je ne vais pas appliquer dans tel programme ou bon, je ne vais pas essayer tel programme sportif parce que de toute façon, il y a pas assez de personnes de ma couleur ou de mon origine qui y sont. Bon, je vais pas aller atteindre telle opportunité parce que de toute façon, je peux pas à cause de mon origine. Ensuite, il peut y avoir une réduction d'effort aussi, puis ça, c'est un peu un mécanisme de défense. Donc, plutôt que de faire ce qu'il y a à faire, ben, on peut réduire nos efforts puisqu'on finit par croire nous-mêmes à ce stéréotype-là. Il peut y avoir un désengagement aussi.
Puis, on peut modifier nos aspirations et nos objectifs en lien avec ce stéréotype. Puis tout ce que je vous mentionne, c'est le cas autant dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours, que ça peut avoir un impact aussi. Donc, comme mentionné, une des premières choses qu'on peut faire, c'est de porter attention aux paroles qu'on utilise dans l'environnement, autant pour soi-même, mais aussi pour les autres membres de l'équipe, que ce soit les membres de l'équipe sportive ou les paroles qui sont dites en général, parce que souvent, il y a certaines choses qui peuvent aussi être normalisées dans ce qui est dit. Donc, c'est important de porter attention à ça, puis d'avoir en tête les différents types de microagressions que je vous ai mentionnés plus tôt. Une autre chose aussi qui est importante, ben, c'est de s'assurer d'avoir des bons modèles positifs diversifiés pour qu'il y ait une représentation. Un exemple que j'ai à vous donner, il y a certains articles aussi qui mentionnent que, par exemple, une femme qui est dans un milieu typiquement masculin peut avoir des performances moins bonnes simplement si le milieu est ben, typiquement masculin aussi. Donc, s'il y a juste des posters de choses que les hommes aiment beaucoup, et il peut y avoir, ça peut activer la menace des stéréotypes par rapport à un milieu dans lequel ben, il y a des posters dans la salle, mais que ce sont des posters neutres. Donc, par exemple, la nature ou certaines choses. Là, on voyait moins de disparité dans ces performances aussi. Donc, simplement, le fait d'avoir des modèles ou le fait que le milieu soit inclusif peut aider à ce qu'une personne ressente moins la pression en lien avec son stéréotype. Ensuite, bon, assumer sa méconnaissance. Donc, ça peut paraître évident, mais des fois, puisqu'il y a certains stéréotypes qui sont normalisés, on oublie de se rappeler que bon, tout le monde est différent. Donc, de ne pas présumer qu'il y a certaines particularités culturelles d'une personne, qu'une personne devrait avoir certaines particularités culturelles en lien avec d'où elle vient. Ensuite, être à l'écoute des besoins et des mécontentements. Ça, c'est surtout important lorsque, bon, on est témoin d'une situation où quelqu'un mentionne justement avoir vécu quelque chose qui l'a dérangé. Donc, il faut faire attention à ne pas invalider son expérience. Donc, la première chose à faire, c'est de justement valider qu'est-ce que la personne a vécu, puis d'être à l'écoute de ce qu'elle nous dit. Puis encore une fois, d'être conscient que nous-mêmes aussi, on peut jouer un rôle là-dedans malgré nous. Sinon, une autre chose qui aide beaucoup pour diminuer la menace du stéréotype, c'est d'encourager l'affirmation de soi. Donc, d'encourager à ce que la personne ait confiance en sa valeur, ait confiance en ce qu'elle peut apporter, puis que les stéréotypes ne viennent pas affecter justement son engagement et sa confiance en le fait d'atteindre ses objectifs. Puis mettre l'emphase sur les efforts et la motivation aussi. C'est important aussi pour aider dans tout ça. Puis, encore une fois, probablement que je vous apprends rien en vous disant ça, mais le rôle des coachs en général dans la vie des jeunes est vraiment important. Il y a plusieurs personnes qui, dans le cadre du coaching sportif, peut se créer un sentiment d'appartenance, se créer certaines choses. Donc, ça fait en sorte que lorsqu'elle vit des microagressions ailleurs ou même dans le cadre du coaching, si c'est dans un cadre où il y a des intervenants qui sont là et qui comprennent la personne, mais ça peut l'aider non seulement à comprendre qu'est-ce qu'elle vit, mais aussi à mieux l'identifier elle-même et à être plus résilient en lien avec ça. Donc, ne pas négliger votre importance dans la présence des jeunes. Donc, je voulais savoir, dans toutes les microagressions que je vous ai mentionnées, je vais remettre les deux types. Donc, est-ce qu'il y en a qui vous ont surpris? Est-ce qu'il y en a que vous avez l'habitude de voir dans le cadre du coaching? Je vous laisse la parole, en fait. Moi, en fait, une des choses que j'ai remarqué, en fait, d'un, je trouve qu'il y a tellement de subtilité, c'est vraiment intéressant que Bruno Marc, les Blancs ne savent pas sauter, ouais. Euh, Euh, en faisant référence au film, mais en même temps, un stéréotype, effectivement, surtout que pour ceux qui ont regardé le dernier concours de dunk de la NBA, les stéréotypes sont tombés solidement. Mais moi, je trouve que, tu sais, par exemple, ça peut être j'ai eu une situation avec un athlète dernièrement qui est en secondaire 1, qui mesure 6 pieds 3, extrêmement athlétique, euh, mais qui vient de commencer à jouer au basket, qui est en secondaire 1. Puis, je me souviens à un moment donné, il y a un parent après un match qui lui a dit comme, quand tu le regardes, il a l'air
il, il a l'air d'un athlète de secondaire 4, puis il est à côté du panier, puis il manque son layup, tu sais, puis le parent est comme, ben voyons donc, avec ta grandeur, c'est pas normal que, tu sais. Fait, dans le Mhm. fond, lui, tu sais, le fait qu'il soit, on va dire, qui a été gifted physiquement, le fait qu'il a un physique d'athlète qui ressemble pas à un athlète de secondaire 1, mais dans le fond, ça le place dans une position où est-ce que son physique crée des attentes pour d'autres personnes. Puis, ben, voyons donc qu'à ta grandeur, t'es pas capable de faire ça, tu vois. Alors que si il serait, mettons, de taille plus moyenne, ben, comme, il n'y aurait pas la pression d'être obligé de, tu vois. Fait, puis je l'ai vu comme un peu dans son visage, comme un peu la tristesse, comme, Mhm. c'est pas de ma faute, je mesure 6 pieds 4, là, tu sais, je suis juste pas capable d'utiliser ma main gauche, which is perfectly fine, tu sais. Fait que je pense que, comme, ça, tu sais, ben bon, moi j'ai perçu ça comme une microagression, mais tu sais, en même temps c'est subtil parce que c'est comme, c'est en lien avec un attribut dans le fond, tu sais. Fait que, je sais pas Mhm. comment tu vois ça, toi. Ben, moi, je le vois, si je fais un lien avec celle que j'ai présentée, là, moi, je le vois comme un peu l'attribution d'intelligence, mais c'est pas d'intelligence, là, on parle de compétence, mais le fait il était grand, ben, qu'il est grand, fait en sorte qu'on avait des attentes envers lui, comme tu l'as mentionné. C'est sûr que c'est bien de valoriser ce que les personnes ont, donc de lui dire qu'il a du potentiel en lien avec ça, mais de la façon dont le parent l'a parlé, justement, ça peut créer une pression pour lui de rentrer dans ce stéréotype-là, alors que cette pression-là n'est pas nécessairement utile pour l'aider à accomplir ce qu'il a à accomplir. Exact. En même temps, ça vient lui mettre un stress de performance, ça vient lui mettre une anxiété comme, OK, là, il faut que je performe à la hauteur de mon physique, tu sais. So, là, si tu rentres dans un cycle d'angoisse, puis c'est ce qui peut être néfaste pour l'athlète, finalement. Mhm. Ah oui, je pense qu'on peut passer à la période de questions. On peut considérer que la période de questions est officiellement ouverte à tous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez le faire soit en levant la main ou, tu sais quoi, on peut le faire sur popcorn. Vous pouvez ouvrir votre micro puis juste poser votre question popcorn ou bien l'écrire dans le chat, comme vous voulez. Une question pour toi, Aline. Si on est Oui. témoin entre deux athlètes de, justement d'une microagression, d'une micro-insulte, comment on intervient dans ces situations-là entre deux athlètes? Mhm. Ben, la première chose, je pense, qui est importante, c'est de valider qu'est-ce que la personne, ben, comme la personne qui en est victime a vécu. Euh, des fois, des fois, quand on voit une micro-insulte, et qu'on en est conscient, notre premier réflexe, c'est de nous-mêmes vivre de la frustration en lien avec ça. Et je pense que c'est quand même important d'être aussi à l'écoute de la personne qui a dit la micro-insulte, par exemple, parce que des fois, c'est inconscient. Puis, pour aider à ce que la personne apprenne que c'était pas correct, mais des fois, on n'est pas nécessairement obligé de rentrer dans une situation de conflit aussi avec cette personne-là. Donc, simplement lui expliquer quel impact que ça peut avoir sur les autres lorsqu'elle dit une micro-insulte. Donc, le fait de justement perpétuer un stéréotype qui n'est pas nécessairement vrai, ça peut créer une pression chez les autres et tout ce que j'ai présenté plus tôt, mais aussi être à l'écoute des deux parties. Je pense que c'est important. J'ai plusieurs questions, mais je vais commencer par la première, puisque tu as parlé des différents stéréotypes ou microagressions qu'ils pouvaient avoir, et puis lié au fait aussi que c'était pas lié que à la race, mais que ça pouvait être lié aux gens aussi, ou euh, par exemple à l'orientation sexuelle aussi, mais est-ce que ça peut rentrer en compte aussi par exemple par rapport, comme Joël parlait par rapport à la corpulence de la personne ou à sa taille, par exemple, souvent j'ai déjà entendu des personnes se dire, ah, mais pourquoi tu joues pas au basket plutôt qu'au football? Tu as plus le physique d'un footballeur ou inversement, mais pourquoi t'as été faire du rugby alors que tu es très grand et que tu aurais pu faire du basket. Est-ce que là aussi, ça rentre dans des stéréotypes qu'on pourrait mettre dans ce que tu as présenté aussi, puis que ça peut nous toucher à la performance dans un certain Mhm. sens? Euh, Là, il y a plusieurs éléments dans la question. Le premier élément, c'est est-ce que la menace du stéréotype peut être présente aussi dans d'autres styles de stéréotypes? Puis oui. En gros, la menace du stéréotype, c'est simplement le fait que
on sait qu'il y a un stéréotype en lien avec une caractéristique chez nous, puis qu'on veut, on ne veut pas rentrer dans ce stéréotype-là, et donc on se crée de la pression pour ne pas rentrer dans ce stéréotype. Puis cette pression-là, elle fait en sorte qu'on a moins d'espace pour effectuer la tâche correctement. Donc, que ce soit pour la grandeur, que ce soit pour l'origine ethnique, ce sont toutes des choses qui peuvent influencer la menace du stéréotype. Puis l'autre chose que tu as mentionné, c'était en lien avec le choix du sport effectué. Ben, c'est sûr que Oui, c'est comme... ça, mais c'était un peu lié aux stéréotypes liés à la apparence physique, en gros. Mhm, mhm. Je suis pas certaine que je vais bien répondre à ta question exactement, mais en gros, ta question, c'était à savoir est-ce que l'apparence physique avait un impact sur les choix sportifs que la personne faisait, ou est-ce que c'était mal de poser la question? Non, mais c'était pas vraiment une question, mais je me demandais si, ben, tu as répondu dans la OK. première partie de ta réponse, mais je me demandais si ça s'inscrivait aussi dans la menace de stéréotype, Mhm. l'apparence physique, si on pouvait l'introduire aussi comme une forme de stéréotype, une menace de stéréotype. Oui, oui, Et merci pour la ça. réponse. Merci pour la question aussi. Moi, j'en ai une autre alors. Suite Oui. à ta présentation, je me rends compte que je fais de temps en temps, je dois en faire plusieurs parce que j'ai une menace de stéréotype par rapport au sport-études. Je trouve que les jeunes qui sont en sport-études, j'ai des attentes supplémentaires par rapport à ceux qui sont en régulier. Alors, je me rends compte que c'est une menace de stéréotype. Alors, c'est pas vraiment une question, mais je pense que je suis dans la bonne voie de comprendre ça, j'imagine. Mhm. Donc, en gros, l'attente supplémentaire, c'était qu'ils soient plus performants au basket Ouais, ou, exactement. OK, je comprends. Donc, Ouais. mais oui, c'est peut-être un stéréotype que vous aviez en tête en lien avec ces jeunes-là. Puis effectivement, ça peut peut-être créer une pression chez eux sans que vous en rendiez compte. Puis peut-être même qu'eux-mêmes ont cette pression-là. Ce serait intéressant de voir avec les jeunes, est-ce que le fait d'être en sport-études a un impact sur leur perception d'eux-mêmes aussi? Euh, parce que ça peut jouer un rôle aussi là-dedans. Ouais, merci. J'avais une dernière question pour toi, Lynn, par rapport, quand tu disais ce qui influence la menace du stéréotype. Et le premier, c'était le sentiment d'appartenance. Et je comprends comment ça, au final, ça rajoute une pression ben, de se sentir appartenir à un groupe et de connaître les stéréotypes qui y sont attribués. Mais en même temps, je me demande justement, c'est où la juste balance, puisque d'avoir un sentiment d'appartenance à une communauté, mais ça peut t'aider aussi à faire face, par exemple, à des discriminations que tu reçois au quotidien, faire face à l'oppression systémique. Donc aussi, ce sentiment d'appartenance peut être aussi bénéfique. Et ma question un peu, c'est ben, comment trouver cette juste balance-là, justement, à trop s'identifier à un groupe d'appartenance et finir par interpréter tout ce qu'on voit en lien avec notre appartenance. Et en même temps, comment aussi on peut s'appuyer des fois sur le fait d'appartenir à une communauté, justement, pour faire face à certains enjeux sociétaux. Le sentiment d'appartenance, ici, je l'avais mentionné simplement pour indiquer quand est-ce que la menace du stéréotype pouvait nous affecter. Donc, si on sait qu'on appartient à un groupe et qu'on sent on a un sentiment d'appartenance envers ce groupe-là, lorsqu'on va être face à une situation où on est évalué et qu'on sait qu'il y a un stéréotype en lien avec ce groupe-là, ça va nous affecter. Mais effectivement, le sentiment d'appartenance peut être aussi un facteur de résilience dans le sens que la personne qui est fière de son origine, est fière de qui elle est, peut aussi être moins affectée par la peur d'être jugée. La peur d'être jugée va quand même être là, mais en même temps, elle va être moins affectée négativement dans ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au désengagement ou le changement d'objectif. Donc, c'est comme un couteau à double tranchant. D'un côté, oui, ça vient nous affecter, mais de l'autre côté,
si on pratique bien l'affirmation de soi, ça peut nous aider à être résilients. Merci. Merci beaucoup, Lynn, pour cette présentation. Puis merci à tout le monde pour vos questions, pour votre participation, votre présence aujourd'hui. Puis juste un petit rappel en terminant que la mi-temps, c'est un rendez-vous mensuel à chaque dernier jeudi du mois. Puis celle d'aujourd'hui, c'est la première de la saison. Donc, on va être de retour à la fin du mois de mars.